Bonjour à tous, vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de la Ioniq 5N à Montréal, car je vis ici à Montréal, au Québec. Vous pouvez le constater, il y a pas mal de neige encore. Ici on vit 6 mois d'hiver à l'année. Là on est au mois de mars, puis on va dire qu'on est à la moitié de l'hiver. Donc pourquoi la Ioniq 5N? Alors moi j'ai choisi la Ioniq 5N principalement parce qu'elle a été montée et paramétrée par un ingénieur allemand qui travaillait pour la ligne BMW, donc qui est Albert Biermann. Donc il a commencé en 2015 à travailler pour Hyundai. Donc on ressent la touche d'ingénierie à l'allemande là dans la voiture. Donc, surtout avec les paramètres au niveau du volant et les modes custom ici qu'on peut modifier. Custom 1, Custom 2. Qu'on retrouve aussi sur la BMW M5 et M8 au niveau du volant, qui sont situés sur ces deux boutons sur la BMW. Puis de l'autre côté, c'est aussi un bouton paramétrable. Puis moi, j'ai décidé de mettre dessus l'Active Sound. C'est un mode qui permet d'activer le bruit du moteur simulé. Il y a les haut-parleurs. On entend même le petit pop and bang. Moi, j'ai programmé l'interface au complet, à ma manière, avec les modes Custom 1, Custom 2. Je me suis mis un mode extra sportif en Custom 1, puis un mode plus économique, surtout pour l'hiver ici, 4 roues motrices, qui me permet une meilleure motricité avec la neige et la glace là qu'on peut avoir ici. C'est une interface d'ingénieur, bien sûr, qui a été élaborée de manière assez complexe, mais qui est tout de même utilisable. Donc moi, ça m'a pris, on va dire, 2 semaines pour vraiment tout maîtriser. Après une semaine, on peut quand même se familiariser assez rapidement. Mais si jamais vous souhaitez avoir plus de contenu, dites-moi en commentaire précisément c'est quoi que vous aimeriez savoir sur la voiture. Si vous voulez savoir comment je l'ai paramétré de manière à ce qu'elle soit plus utilisable en hiver avec le 4 roues motrices. Car, bien entendu, beaucoup de monde ne savent même pas comment activer le freinage régénératif qui va te permettre d'avoir les 4 roues motrices quand tu es au max. Il y en a qui disent que c'est dangereux, mais c'est pas si dangereux que ça. Car j'ai fait des tests, puis par exemple avec ce mode là, même si les 4 roues vont bloquer en même temps, si tu braques avec, il y a quand même l'anti-patinage qui va s'activer. Donc tu risques pas de prendre d'accident. Bon, c'est sûr qu'il faut l'utiliser avec prudence. Mais au moins, tu as un 4 roues motrices et tu as un frein qui est même plus efficace que le frein ordinaire qui va faire freiner les 4 roues en même temps. Donc moi, je trouve plus efficace que le freinage ordinaire. En tout cas, ça freine super bien. Mais il faut faire attention. Donc il faut doser avec l'accélérateur en tout cas. Comme dit, si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous montrer tout ça dans une autre vidéo. C'est vrai qu'il y a beaucoup de modes sur la voiture. Mais honnêtement, on ne les utilise pas tous les jours. Donc moi personnellement, le bruit simulé de voiture là, ça je l'utilise très très rarement. La simulation de la boîte de vitesse automatique lorsqu'on conduit, c'est pareil. Honnêtement, c'est sûr que c'est marrant. Ça peut servir sur circuit ou sur piste, mais dans la vie de tous les jours, tu vas pas l'utiliser non plus. Donc, il y a plein de choses comme ça que vous n'utiliserez pas forcément. Sur le long terme, vous allez utiliser peut-être les premiers jours, mais sur le long terme, en tout cas personnellement, c'est pas des modes que moi j'ai utilisés. Mais sinon, de manière globale, ça reste quand même une belle voiture qu'on peut utiliser de manière polyvalente. Mais encore une fois, est-ce que c'est le bon choix? Est-ce qu'on devrait choisir ce genre de voiture pour une conduite polyvalente, pour un daily? Donc une voiture qui est conçue quand même pour la piste. Est-ce que ça vaut la peine de l'utiliser en daily? C'est une chose aussi que je vais évoquer à travers cette vidéo là. Donc avec cette voiture, je pensais que j'allais faire quand même des économies avec l'électricité, mais ça n'a pas été le cas non plus là. Car en réalité, je pense que l'électrique n'est pas encore au point au jour d'aujourd'hui à 100%. Donc on ne retrouve pas des bornes de recharge partout
Souvent, les bornes de recharge sont congestionnées quand tu arrives. Et bon, tu as une recharge en fait qui est annoncée en 18 minutes pour cette voiture-là. Mais en réalité, en hiver, ça va être plus 25 minutes que 18 minutes. Il faut préconditionner la batterie en conséquence. Ça peut te prendre 1h, 1h30 avant d'arriver à la station de recharge. Et là, il faut que tu trouves une borne de recharge de libre. Ça peut être compliqué quand même au jour d'aujourd'hui avoir une voiture électrique pour les longs trajets surtout. Là, je parle surtout des longs trajets. Sinon, au quotidien, là, il faut avoir une borne de recharge quand même à la maison. Ici au Québec, tu peux recharger dans la rue. Par exemple, tu as des stations qui s'appellent circuit électrique. Donc, actuellement, ici à Montréal, en moyenne, ça va te coûter $1 de l'heure pour charger ta voiture. Puis souvent en 11-12 heures, 12 heures en moyenne, tu es quand même rechargé à fond. Ça va te donner du 7,1 kW de l'heure de recharge. En général, ça te prend 12 heures avec les pertes d'énergie, etc. Enfin bref, pour recharger la voiture au complet. Donc si tu es à 5 ou 10%. Donc c'est sûr que c'est pas conseillé de descendre aussi bas, mais ça peut arriver d'aller aussi bas. Donc moi, ça m'est arrivé à quelques reprises. C'est le temps que ça me prenait pour la recharger au complet. Alors, N, pourquoi N? Donc, N, c'est pour la ville en fait où ça a été conçu, donc en Corée, à Namyang. Et aussi N pour le Nürburgring. Donc ça, c'est pas très souvent évoqué. Donc c'est pour ces raisons-là qu'on l'a nommé N. Qu'ils ont décidé en tout cas d'appeler cette ligne N. Donc je vous rappelle que N, c'est la ligne la plus poussée chez Hyundai. C'est comme un peu AMG chez Mercedes, M Motorsport chez BMW. Ou RS chez Audi. Donc c'est sûr que c'est une voiture très performante, donc 641 chevaux pour le Canada, car c'est différent en Europe. En Europe, je pense qu'elle est proposée jusqu'à 650 chevaux. Et il y a quand même quelques options qui changent aussi par rapport au Canada. Donc en Europe, vous avez le rétroviseur numérique et vous avez aussi un toit ouvrant en verre. Donc ici au Canada, on les a pas. Après, elle a une très belle esthétique, hein. Donc c'est sûr qu'elle a une très belle esthétique. Et le problème aussi au Québec qu'on retrouve, alors c'est qu'il y a beaucoup de Hyundai déjà ici. C'est pas comme en Europe. Il y a beaucoup de Hyundai et les gens, ce qui se passe, c'est que des fois ils te voient avec une N arriver dans leur rétroviseur, puis ils pensent qu'ils ont la même voiture que toi. Qu'en réalité, ils comprennent pas que c'est une 5N, puis que la 5N c'est pas comme une Ioniq 5 ordinaire. Donc elle vaut déjà 30-40 000 $ de plus, si ce n'est plus que ça. Mais en plus de ça, c'est pas la même puissance du tout là. Eux, ils font le 0 à 100, ils vont le faire en 5 secondes. Toi, tu vas le faire en 3 secondes d'une, réel. Ils annoncent 3 secondes 4, mais en réalité, tu fais en 3 secondes d'une. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup d'Ioniq 5 et ça peut être embêtant de penser, tu sais, toi qui as une Ioniq 5N, une voiture de performance, ben, là tu tombes sur des personnes qui pensent avoir une voiture qui est pareille. Ça peut être embêtant tout simplement. Après bon, c'est sûr que ça reste quand même une voiture quand même assez spacieuse et confortable. Ah, d'ailleurs, excusez-moi pour les petites serviettes là que vous allez voir un peu partout. Donc moi, dès que je prends une voiture en main, il faut que je maîtrise tout. Puis celle-ci, je pense que c'est une voiture la plus complexe que j'ai eue jusqu'au jour d'aujourd'hui. La plus complexe à configurer, à prendre en main par rapport à toute cette technologie là. Donc c'est pour ça que tu peux t'y perdre là. Si vraiment t'es pas à l'aise avec la technologie, ça peut être compliqué pour certaines personnes. J'ai conduit avec des AMG 63, j'ai conduit avec des M5 E63S AMG. Donc je suis vraiment un passionné de voitures de performance. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai acheté celle-ci, pour avoir ce côté performance, mais comment dire, c'est pas pareil à 100%. Donc ça sera jamais pareil pour moi personnellement, même s'il simule des bruits de moteur, c'est irréel. T'as l'impression que c'est un jeu vidéo quoi. Donc tu ouvres la fenêtre, t'entends pas le bruit de l'échappement à l'extérieur, t'accélères, t'as pas cette sensation en fait de conduite comme t'aurais avec un moteur thermique à 100%. C'est pour ça que finalement, après 6 mois, c'est mon avis personnel, c'est ce que je constate personnellement. D'autres sont sûrement satisfaits. J'ai vu dans les forums, dans les groupes de Ioniq 5N, il y en a plein qui sont contents. Après, chacun ses goûts et ses couleurs, ça c'est totalement normal. Donc en tout cas, en hiver, si on conduit ici en hiver, par temps froid, là, ce qui peut se passer, c'est que tu descends aux alentours de 200-220 km en mode sport. Donc si tu roules seulement en mode sport. Moi, j'ai essayé de la conduire en mode économique pendant 2 semaines.
uniquement économique, sans trop taper dedans, avec du moins 15, moins 20 degrés, tu peux arriver dans les 280, 300 km facile. Je dirais même 300 km avec du moins 15 degrés à l'extérieur. Donc j'ai fait des Montréal-Québec, puis sans problème à 280 km d'autonomie. Mais tu dois rouler en mode éco. Est-ce que ça vaut la peine vraiment de rouler en mode éco tout le long? Tu dois faire attention, tu peux pas l'exploiter à 100%. Car ça peut être chiant là, par moment. Après, le problème aussi, si tu veux exploiter toute la puissance de la voiture à 100%, les 641 chevaux, je dirais plus les 601, parce que les 40, tu vas les avoir grâce à ce mode ici spécial NGB, qui va te donner 40 chevaux de plus. Donc, si tu veux avoir les 641 chevaux, ce que tu dois faire, c'est que tu dois préconditionner la batterie. Hein, tu peux le constater ici, là. La batterie, elle est à 2 degrés. Donc, normalement, elle devrait être à 20 degrés minimum pour pouvoir exploiter la puissance du moteur, des moteurs électriques, je dirais, à 100%. Donc, si tu fais ça à chaque fois que tu sors, surtout en hiver, ben, tu vas consommer beaucoup plus d'énergie. Ça veut dire que tu vas devoir fournir de l'énergie supplémentaire de la batterie pour la mettre en condition et pour pouvoir exploiter la puissance maximale. Donc ça aussi, ça peut être un peu chiant en hiver, ça fait énormément baisser l'autonomie. Si tu veux partir rapidement, en fait, puis si tu veux taper des accélérations par moment, ben, tu vas pas avoir la puissance maximale. Et en réalité, si tu le fais pas, ben, tout l'hiver, ce qui va se passer, c'est que s'il fait pas beau, ben, tu pourras jamais conduire à pleine puissance. Donc, d'où le fait de vraiment se poser les bonnes questions à l'achat. Donc, c'est un daily voiture polyvalente, mais il y a tout ça qui vient avec. Il faut savoir si on est prêt à faire ça ou non. Après, moi, ce qui me dérange vraiment, surtout dans cette voiture-là, ça va être les plastiques. Il y a vraiment trop de plastique partout. Du plastique partout. Puis en plus, c'est du plastique là qui n'est pas de très bonne qualité, qui prend les impacts facilement. Là, quand on veut le nettoyer, c'est compliqué à faire partir les petites traces qu'on a dessus. Donc ça peut être agaçant à long terme. Beaucoup de plastique. Ils auraient pu faire un effort, surtout à ce prix-là. Là. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Un autre problème aussi que je retrouve sur la Ioniq 5N, c'est un problème qu'on ne va pas forcément évoquer dans les vidéos, mais il y a un bruit de craquement de plastique à l'arrière lorsqu'on roule. J'ai surtout l'impression que ça vient du haillon arrière, c'est-à-dire du coffre arrière, ce bruit de claquement. J'ai essayé de le régler, j'ai essayé de mettre des genres de cales parce qu'ils conseillent de mettre des cales à l'arrière pour atténuer le bruit. Donc ça l'a atténué, mais on sent quand même qu'il y a des bruits de plastique, des craquements partout. Encore une fois, c'est là qu'on voit le côté plus asiatique qu'allemand. Alors que dans les allemandes, tu retrouves beaucoup moins ça. Dans les allemandes de performance, quand je parle. Hein. Par contre, chez BMW, là, quand on regarde la nouvelle M5 qu'ils ont fait hybride, la qualité des matériaux est présente. Donc, ils n'ont pas mis n'importe quoi à l'intérieur. C'est du assez robuste. Ça reste de l'allemand. En tout cas, l'isolation, la qualité des matériaux, le bruit, tout ça, c'est pas le top avec cette voiture-là. Ça peut être dérangeant aussi, ça. Après aussi, là, je disais tout à l'heure qu'on peut tout paramétrer, mais ça peut être super compliqué. Hein. C'est pas accessible à tout le monde. Donc, c'est sûr que tout est paramétrable, mais c'est une voiture d'ingénieur, comme dit. C'est une voiture d'ingénieur, beaucoup d'électronique, beaucoup de choses là qu'on peut customiser, etc. On peut s'y perdre rapidement. C'est pour ça que je dis là, il faut être aisé en technologie pour avoir ce genre de voiture. La chose aussi qui m'embête énormément, moi personnellement, c'est qu'à chaque fois que tu rentres dans la voiture, tu dois, personnellement, moi j'enlève les assistances de conduite, sécurité frontale et latérale. Donc si tu arrêtes ça, automatiquement, tu vas plus avoir l'alerte ici quand tu vas dépasser une voiture. Ça peut être dérangeant. Le problème, c'est que ça m'est déjà arrivé que la voiture braque ou ne me laisse pas dépasser parce qu'il y a le frein automatique qui s'active. Et ça te met même un coup de volant pour te replacer s'il y a une voiture qui arrive. Des fois, il détecte des obstacles, pas forcément une voiture qui dépasse. Donc ça m'est arrivé à quelques reprises, il y avait personne qui me dépassait, rien ne se passait. Donc je voulais dépasser, puis la voiture a braqué.
Donc ça peut être dangereux là, surtout en hiver, et si ça glisse, ça peut te faire un accident. Faire attention avec ce genre de choses. Pareil pour la sécurité frontale. Donc il y a des moments où je conduisais, puis je voulais dépasser une voiture qui était devant moi. En dépassant, ça a détecté la voiture et ça met un coup de frein automatique en plein dépassement sur la voie rapide avec des voitures derrière. C'est pareil, ça c'est très dangereux. Donc c'est pour ça que depuis que ça m'est arrivé, moi je désactive à chaque fois ces options-là. D'ailleurs, je me suis mis aussi un petit raccourci ici pour aller plus vite avec l'étoile. Parce que je me suis mis des petits raccourcis partout là pour me faciliter la vie. À chaque fois que je démarre, je vais désactiver ça. Les assistances, parce que pour de vrai, c'est plus dangereux qu'autre chose. La chose aussi, malheureusement, que j'ai remarqué, c'est que la voiture déprécie super rapidement. Alors, je pense que c'est un problème qu'on a avec toutes les voitures électriques. Et malheureusement, même avec les voitures de performance, ça déprécie. Hein, on le voit bien avec la Taycan électrique, on le voit bien avec la RS e-tron qui a complètement déprécié comparé aux valeurs initiales de vente qu'ils avaient, mais surtout aussi avec celle-ci, la 5N, qui déprécie énormément. Donc celle-ci se vend, comme dit, taxe incluse à 95 000. Puis si tu veux la revendre au jour d'aujourd'hui, après 6 mois d'utilisation, c'est dans les 60-65 000 $. Donc là, tu perds 35-40 000 $. Tout de suite, ça fait mal. Ça fait mal. Puis elle n'a pas beaucoup de kilomètres. Là, la mienne, je suis autour de 8300 km. Puis c'est ça que ça vaut là au jour d'aujourd'hui. Donc je trouve ça très 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 dommage comparé aux voitures thermiques qui déprécient aussi également à l'achat. Si tu la revends rapidement, tu l'achètes neuf, ça va déprécier, c'est normal, mais pas autant que la voiture électrique. Ça, je dirais que c'est aussi un petit point négatif, mais là c'est quand même, ça concerne quand même les voitures électriques au global. Après, il y a beaucoup de problèmes qui ont été signalés pour celle-ci, des problèmes de ICCU qu'ils appellent. Donc c'est un problème qui peut arriver de manière spontanée avec la batterie. Donc la batterie en fait n'envoie plus de signal à la grosse batterie. Donc la batterie interne qu'on retrouve à l'avant se déconnecte en réalité. Puis n'envoie plus de signal de recharge pour la grosse batterie. Et tous les signaux électriques se perdent et c'est un problème de ICCU qu'ils appellent ça, Hyundai, qu'ils ont du mal à régler. Là, je vois encore dans les groupes là et les forums beaucoup de monde, là, que ce soit la Ioniq 5 ordinaire ou la Ioniq 5N. Il y a beaucoup de monde qui ont ce genre de problème là avec la fameuse batterie ICCU. Ça peut arriver à n'importe quel moment là. Tu sais, au Québec ici, la mode, c'est souvent en hiver d'aller dans les chalets, dans des endroits complètement perdus. Limite, des fois, t'as pas de réseau, t'as rien. Ben, si ça t'arrive là, t'es dans la merde là-bas là. Déjà, tu vas devoir faire 10 km juste pour t'en sortir et appeler une remorqueuse. Mais en plus de ça, tu vas congeler en le faisant parce que c'est l'hiver, il fait froid dans le nord. Plus tu vas dans le nord, plus il fait froid là. Ça peut être aussi un stress quand tu conduis les Ioniq 5 de nos jours. Il n'y a pas de siège électrique à l'avant, je trouve ça un peu dommage. Donc ils disent que c'est pour sauver du poids. Mais écoute, tu as les Porsche 911 GT2 RS, les GT3 qui ont des sièges électriques par exemple. Hein. Donc ça, s'ils avaient mis ça, si on parle quoi? On parle peut-être de 15-20 kilos de plus que tu ajoutes comme poids à la voiture. Honnêtement, je trouve ça dommage qu'ils aient pas mis les sièges électriques. Étant donné qu'il y a plein de voitures de performance de nos jours qui ont les sièges électriques. Donc en tout cas, c'est ça pour les petits points négatifs. C'est sûr que j'ai essayé d'évoquer les points positifs et négatifs. Donc je suis assez mitigé. Puis je critique pas du tout la voiture. Hein, au contraire, donc c'est une très bonne voiture, polyvalente comme je disais. Mais après, voilà. Après, reste à savoir ce que tu veux faire vraiment avec à 100%. Tu peux voir les sièges baquets dessus. Hein. Très beau siège baquet. Puis, regarde, ça ressemble ça. Tu as quand même pas mal de place et d'espace. Je fais 1m81. Puis, le siège avant est quand même bien reculé. J'ai assez de place. Je suis confortable à l'arrière. Tu peux bouger les sièges à ta guise et reculer les avancées avec les petites poignées ici. Moi j'ai ajouté ça pour plus de confort. Genre d'appui-tête ici.
Très beau volant hein, qu'on peut bien voir de l'arrière. La voiture est très belle, elle est quand même belle esthétiquement. Donc il n'y a rien à dire. Elle est belle, elle est technologique. Après, il faut juste savoir ce que tu veux faire avec. Bien réfléchir avant de l'acheter, bien penser. Moi, personnellement, je compte repasser au thermique au jour d'aujourd'hui. Je compte repasser au thermique parce que moi, ça me manque les sensations de moteur, le bruit du moteur. Je pense que l'électrique n'est pas encore au point à 100% de nos jours. Là, on est en 2025, mais ça peut être compliqué, surtout lorsque tu fais des longs trajets sur les bornes de recharge rapide. Là, ici au Québec, tu vas quand même payer au moins 40 $ en moyenne pour avoir un 220 km de plus, 220, 230, pour passer de 10 à 80%. C'est quand même un sacré montant. Là, si tu comptes faire 500, 600 km, ben, tu auras quand même à dépenser de l'électricité. Mais en plus de ça, tu devras attendre à chaque fois que la voiture se charge au moins 20 à 30 minutes. Je dirais même plus 30 minutes. Je dirais même 30-45 minutes ici en hiver sur une borne 180 kW. Parce que des bornes 350 kW, c'est très très rare. T'en as pas partout ici, en tout cas au Canada. Donc ça te prendrait quand même au moins 40-45 minutes quand c'est libre, quand la borne est libre. Puis là tu payes, donc tu perds du temps, tu payes quand même un certain montant. Donc par rapport au prix que tu payes pour les voitures électriques, surtout pour celle-ci. C'est comme je disais, c'est un montant quand même. Donc c'est pas donné. Tu fais pas plus d'économies non plus si tu fais du trajet. Si tu voyages, si tu bouges, tu fais pas plus d'économies que ça. Une voiture électrique, je pense que c'est bien en tant que deuxième voiture pour un daily. Mais pour une utilisation unique, pour voyager, bouger, je pense pas que c'est encore au point à 100%. Tu dois aussi organiser tes trajets à chaque fois. Donc tu dois t'assurer que la voiture est assez bien chargée pour pouvoir te déplacer d'un point A, B, C, D, étant donné que c'est mon daily. Puis des fois, j'ai pas assez de batterie. Mine de rien, en hiver, ça me donne quoi, 280, ben, je peux vite les faire moi, personnellement, étant donné que je fais beaucoup de routes. Eh ben, si je dois me charger, borne de recharge rapide à chaque fois, c'est des frais. Donc c'est quand même pas mal de frais. C'est pour ça que je pense que pour moi, ce qui me conviendrait le mieux, ça serait soit une hybride, mais l'hybride est pas assez développé en termes de puissance et accessible pour moi au jour d'aujourd'hui. Mais une hybride, ça serait bien. Sinon, ça serait encore le thermique. Donc, pour l'instant, ça serait encore le thermique. Donc après, voilà. Ça vaut la peine pour un daily. Cette voiture-là, elle est assez polyvalente. Mais pourquoi prendre une voiture aussi performante qui nécessite beaucoup de préparation avant de sortir de chez toi si tu veux utiliser la performance en daily? Donc alors tu pourrais prendre un Ioniq 5 par exemple ordinaire, ou bien un Kia, ou je sais pas, un BM i3 ou n'importe quoi là, ou un Tesla, peu importe là, de base, qui te permettrait juste de sortir. Tu sais, tu sors, tu rentres dans ta voiture, puis tu vas faire ton 0 à 100 en 5 secondes, 5-6 secondes, alors que celle-ci va faire la même chose étant donné que tu n'as pas les performances maximales vu que tu l'as pas préconditionné. Donc voilà, donc c'est juste ça quoi. Il faut voir les bons compromis. Donc moi je pense que c'est une voiture plus qui a accès circuit que daily. Donc c'est sûr qu'elle est polyvalente, donc c'est une voiture de performance polyvalente. Ils ont pris un châssis de Ioniq 5 ordinaire qu'ils ont amélioré. Peut-être qu'ils auraient dû créer ce genre de voiture, mais avec une autre carrosserie, pour moins ressembler justement à la Ioniq 5 de base, ou alors vraiment la changer radicalement, quitte à perdre un peu plus d'espace à l'arrière, pour en faire moins une voiture polyvalente et vraiment axée sur la performance. Plus performance que ça. Parce que là, c'est vraiment très très polyvalent ce qu'ils ont cherché à faire quand même, là, en prenant le modèle de base de la Ioniq 5. Personnellement, je pense que ça serait une bonne voiture secondaire plutôt qu'une voiture principale que tu utilises en daily. Donc pour aller faire de la piste ou du circuit ou ce genre de choses que tu dois préconditionner, préparer de manière adéquate pour pouvoir utiliser la performance maximale. Donc il faudrait avoir celle-ci comme voiture secondaire. Mais encore une fois, est-ce que tu vas avoir une voiture secondaire à 95 000 $ électrique? Ou si tu es un passionné de voiture et de moteur, tu prendrais quelque chose peut-être de moins cher en occasion, que tu pourrais monter en stage 2 pour avoir 500 chevaux, puis avoir un 750, 800 Nm de couple comme j'avais sur la BM stage 2 par exemple.
Donc ça c'est une solution aussi là que j'y ai pensé. C'est pour ça que c'est à réfléchir. Donc pour en conclure, donc c'est sûr que c'est une belle voiture qui va te procurer du plaisir. Tu t'amuses avec ces fortes accélérations, hein, comme je disais, 3 secondes 1. En réalité, si tu la paramètres correctement, 3 secondes 1 plus que 3 secondes 4. Donc, tu t'amuses avec, elle a de grosses accélérations. Mais je pense que c'est pas la meilleure voiture polyvalente que tu puisses acheter de nos jours. J'ai l'impression que c'est pas le but premier de l'utilisation de cette voiture. Encore une fois, c'est mon avis personnel. Donc voilà, donc c'était tout pour moi aujourd'hui. Et si jamais ce contenu un peu plus daily, relax vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire part et m'encourager en mettant un petit pouce bleu. Ça va m'aider énormément dans le futur à me propulser et à vous mettre davantage de contenu automobile sur ma chaîne que je viens tout juste de commencer. Donc voilà, merci d'avoir regardé ma vidéo, puis à bientôt pour une prochaine. Bye bye.